Bien le bonsoir, très heureux de vous retrouver pour la principale édition de la soirée. Voici les titres. Mansour Faye débouté, Aminata Touré exulte sur les réseaux sociaux dans un dossier en diffamation. Suite à une plainte déposée par Mansour Faye, Aminata Touré a été relaxée au bénéfice de la bonne foi. Elle accusait l'ancien ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale de détournement de fonds liés à la Covid-19. Pendant ce temps, s'est tenu ce matin le Conseil interministériel sur la sécurité routière. Le Premier ministre Ousmane Sonko met en garde contre les pratiques de corruption et insiste sur l'ambition du gouvernement d'évaluer les 22 mesures de l'ancien régime. Et puis jour J, moins 15, avant le Grand Magal de Touba, Louga, déjà dans l'effervescence de la commémoration de la 130e édition du départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme. Mam Abdou Bodjan nous plongera dans cette ambiance. Et puis un dialogue de sourds entre dirigeants. C'est la situation au Guédiawaye Football Club. Tout est parti d'un différend administratif qui est en passe de devenir une situation de crise. Les supporters sont invités à se mobiliser pour étouffer la gangrène dans l'œuf. Et puis Issa Hayatou est décédé ce jeudi. L'ancien président de la Confédération africaine de football est mort à Paris des suites d'une longue maladie. Il avait 77 ans. Bien le bonsoir, bienvenue donc dans cette principale édition de la soirée. Parlons d'abord du Conseil interministériel sur la sécurité routière, présidé ce matin par le Premier ministre. Ousmane Sonko dénonce les pratiques constatées dans le secteur. Il s'est surtout arrêté sur la corruption. Le Premier ministre est formel, il faut combattre ce fléau. Le chef du gouvernement a aussi insisté sur l'évaluation des 22 mesures prises par l'ancien régime. Nous suivons les explications du Premier ministre Ousmane Sonko avec bien sûr nos confrères de l'agence de presse sénégalaise. Voilà, ñen fukki at jëm kaw koku normalement waratul won daw. Normalement. C'est vrai qu'une voiture qui a 30 ans, voire 40 ans, ne peut plus être dans la circulation. Ces types de modes de transport doivent être enlevés de cette circulation parce qu'ils contribuent à ces accidents. La plupart de ces véhicules ont subi des visites techniques, mais nous savons tous que ces visites techniques ne sont pas approfondies. On ne vérifie pas totalement l'état du véhicule. On reste seulement sur le volet théorique, mais à l'intérieur, il y a à chaque fois des choses qu'il faut améliorer et qu'il faut voir. Il y a également un autre facteur dont on a un peu parlé avec le ministre, c'est la corruption. Nous n'en avons pas beaucoup parlé, mais je pense qu'elle fait partie des facteurs qui sont à l'origine de ces accidents. Il y a beaucoup de choses qu'il faut voir. Actuellement, la gouvernance du transport est un domaine qu'il faut prendre avec sérieux. La plupart pensent qu'on fait de la pression sur les transporteurs, alors que tel n'est pas le cas. Mais en réalité, pour gérer un secteur comme le transport, il faut être ferme et gérer tout ce qui tourne autour, surtout la corruption. Nous restons dans le secteur des transports, du ferroviaire exactement, avec les travailleurs qui anticipent les assises du secteur prévues ou annoncées au mois de septembre. Ils ont organisé une assemblée générale pour mettre en ordre et à jour leurs revendications. Dans la foulée, ils ont salué donc la démarche de l'autorité qui promet de recruter sous peu des agents avec à la clé des contrats. Les précisions à Thiès avec Isidore Alexandre Sen. Les cheminots anticipent, ils estiment qu'ils seront à bord des conclusions des futures assises des transports. Vous savez qu'on se mène vers des assises du transport au mois de septembre. Donc nécessairement, nous, on aura une proposition à donner et cette proposition, nous avons voulu partager notre vision avec les travailleurs afin de recueillir leur avis. Depuis l'arrivée des autorités étatiques, il est question de la reconduction de la voie métrique et du standard. Les cheminots vont apprécier. Réaliser par exemple une ligne avec un écartement standard qui vise une exploitation minière qui n'est pas encore d'actualité, ça serait après faire un investissement qui sera rentable à l'avenir. À l'immédiat, l'une des mesures phares de la nouvelle direction des chemins de fer, c'est la régularisation sous peu d'une 60aine d'agents. Le Sudrail s'en félicite. Parce que nous, tous les contractuels qu'on avait ici ont été
ont été confirmés comme CDI par le nouveau DG même. Donc ça demande juste une régularisation, mais dans le procès verbal qui a fait l'objet de cette assemblée générale, il a clairement reconnu que ces agents doivent être embauchés comme des CDI. Ils sont 40 agents de la DIF, 20 agents de l'exploitation, 4 du matériel et 3 des services généraux, 67 au total. On prépare à l'Assemblée générale de ce mercredi sur invitation des travailleurs, d'anciens cheminots et le parlementaire Amadou Bah de PASTEF. Invitation pour recueillir leurs avis sur les voies et moyens de remettre l'entreprise sur de bons rails. Et puis retenez que l'affaire de diffamation opposant Aminata Touré à Mansour Faye a été vidée ce matin par le tribunal correctionnel de Dakar. Aminata Touré a été relaxée au bénéfice de la bonne foi. S'agissant des faits, la prévenue s'était prononcée sur les fonds liés au Covid-19. L'ancienne première ministre avait donc relevé une mauvaise gestion et des malversations sur les 1000 milliards de francs CFA que les Sénégalais avaient alors mobilisés. À l'époque, c'est le ministre Mansour Faye qui avait en charge donc la gestion de ces fonds, contestant les propos de l'ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental. Mansour Faye a donc saisi la justice. Pour rappel, devant le tribunal, Aminata Touré a réitéré ses propos, arguant qu'elle n'a, je cite, aucune excuse à présenter aux plaignants et que c'est Mansour Faye, je cite toujours, qui doit présenter des excuses au peuple sénégalais. Pendant ce temps, l'ancien Premier ministre, non moins candidat malheureux à la dernière présidentielle, était chez le calife de Thiénaba. Pour Amadou Ba, le Sénégal est certes un pays stable, mais il faut encore et encore prier pour consolider la paix. Amadou Ba, puis Serigne Assane Seck, calife de Thiénaba, s'exprime donc au micro de Isidore Alexandre Sena. Nous sommes venus pour faire notre ziara, mais aussi vous témoigner de notre affection. Nous vous tendons la main car nous avons besoin de vos prières. Le pays aussi sollicite vos prières pour la paix. Une paix durable. Certes, il n'y a pas de problème au Sénégal, mais nous devons toujours œuvrer pour la consolidation de la sérénité au Sénégal. C'est mon discours de campagne électorale, c'est mon discours d'aujourd'hui. Vous constituez un socle important pour le climat du pays. C'est la raison pour laquelle nous ne cesserons jamais de solliciter vos prières. Nous étions là lors de la campagne électorale pour la présidentielle pour solliciter les voix du peuple sénégalais. Mais Dieu en a décidé autrement. Et nous acceptons avec beaucoup de foi l'issue de la présidentielle. Je suis convaincu que le choix de notre Seigneur est le meilleur choix. Monsieur le Premier ministre, le Khalif salue votre posture et vous pouvez compter sur moi, sur vos prières, car il vous estime beaucoup. Et puis, jour J-15, 15 jours avant la commémoration du départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme, Louga est en plein dans les préparatifs à l'instar des autres régions du pays, bien sûr. 130e édition du Magal de Touba, les préparatifs à Louga, l'ambiance, c'est avec Mam Abdou Bodjan. Les grandes bâches, les installations sonores sortent de terre comme des champignons à chaque grande rue de tous les quartiers. De Montagne à Santhiaba, en passant par le centre-ville ou encore Tchorna, les talibés mourides se mobilisent et s'organisent pour vivifier le mois du Safar. Abdoulaye Seck, membre fédération des Daïra de Louga. Tout ça, c'est l'œuvre de Serigne Touba. Grâce à lui, le Sénégal ne connaîtra jamais de guerre ni de querelle. Nous, mourides, on est accoutumés à lire les khassaïd, boire du café Touba et distribuer des plats de réjouissance. Et dire de bonnes choses également. Il convient de rappeler que le mois du Safar est l'affaire de tous les musulmans, occasion pour les initiateurs de parler des œuvres de Serigne Touba. Les politiques, les parents, les sociologues, les enseignants, tous se désolent de l'élan actuel de la jeunesse qui est taxé de tous les maux.
Jeunesse malsaine, uniquement préoccupée de distraction et de futilité, irrespectueuse des principes religieux. Je pense que si nous suivons les enseignements du cheikh, nous n'aurons pas ces genres de difficultés. À Louga, la communauté mouride est naturellement majoritaire. Pour autant, pendant le safar, ils en profitent pour conscientiser les jeunes sur l'immigration clandestine et sur la dégradation des mœurs. Confié Abdoulaye Seck. De rester dans le pays car tout est possible ici. Prendre la mer pour rallier l'Europe revient à se suicider. Pour rappel, tout le safar sera marqué par la déclamation des écrits du cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul et la lecture du Saint-Coran, ainsi que des tables rondes et conférences animées par des grandes figures mourides. De Louga. Arrêtons-nous un moment sur le secteur éducatif. La digitalisation, la situation des enseignants décisionnaires, la formation initiale et continue des enseignants, entre autres sujets, ont été donc abordés lors du forum sur la carrière des enseignants. Et puis aux enseignants, le ministre de l'Éducation nationale a pris des engagements, oui, pour la satisfaction de leurs revendications. Les enseignants attendent donc la matérialisation. Baïssar, nous l'écoutons, il est le secrétaire général du SADEF, le syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation. Formation initiale et continue des enseignants, nous avons pu noter également un engagement du ministère de former les enseignants, c'est-à-dire ceux qui sont chargés de cours et qui depuis toujours vivent dans les établissements sans être formés. Ça a été une lancinante question et aujourd'hui le ministère a accepté d'aller dans le sens de former tous ceux qui sont chargés de cours. Également le ministère s'engage à former les maîtres contractuels et les professeurs contractuels endurcis qui vivent toujours dans la précarité à cause de la situation de contractualisation. Et il y a également une importante décision que le ministère a prise de réouvrir le concours de normalien instituteur, qui a toujours été la voie royale pour permettre à l'instituteur de quitter l'élémentaire, d'aller au lycée et plus tard à l'université comme professeur. Ce concours avait été injustement bloqué par l'ancien régime depuis 2014. Ça a été une vieille revendication, une vieille préoccupation et aujourd'hui, le ministère de l'Éducation réouvre ce concours pour permettre effectivement aux instituteurs de se lancer et de progresser dans leur carrière. Ça a été effectivement un moment fort et nous avons justement apprécié. La digitalisation également, ça a été un moment important parce que comme vous le savez, aujourd'hui les enseignants souffrent à cause des lenteurs et lourdeurs administratives qui ne cessent de plomber leur carrière. Et aujourd'hui, avec la plateforme initiée par le ministère de l'Éducation nationale, aujourd'hui nous pouvons, sans risque de nous tromper, nous réjouir de cela et dire qu'effectivement, les lenteurs administratives pourront être vite dépassées avec cette nouvelle plateforme qui va désormais permettre aux enseignants, justement depuis la base, de déposer le dossier et que le dossier maintenant suive le circuit normal. Il y a aussi l'idée géniale à travers la Fondation pour l'éducation qui, à mon avis, va être un outil important pour promouvoir le développement personnel et professionnel des enseignants à travers l'habitat social qui va induire un bien-être. La soldate, c'est l'intitulé du livre de Mawa Faye. L'écrivain revient ici sur l'histoire d'une jeune dame dénommée Nafi, déterminée. Elle refuse de suivre le chemin qui lui est imposé. Institutrice, elle a choisi de servir dans une école de la Brousse, défiant ainsi les attentes, bien sûr, de sa famille et les conventions sociales. Un roman qui a pour objectif donc de rendre un vibrant hommage à la persévérance et à la résilience des femmes africaines. Nous suivons les explications de l'auteur. L'écriture de ce roman, c'est juste que j'ai pris connaissance d'une cérémonie de circoncision à l'occasion d'une lecture. La lecture d'un roman qui est écrit par un confrère, le colonel Moumar Gueye, dans son roman La malédiction de Rabi. Et j'ai eu chaud au cœur quand je le dis, cela veut dire tout simplement que j'ai été malheureux de voir cette scène décrite ainsi. Et je me suis engagé dans un combat peut-être à la Don Quichotte, où on ne voyait que les moulins, qu'on prenait pour des géants. Peut-être que je me suis trompé en
nous verrons ce combat. Mais en tout cas, j'ai tenu à armer une personne, une personnalité, une jeune fille pour l'amener tout simplement à mener son combat. Voilà l'origine de ce roman, La Soldate. Donc une jeune fille comme vous, comme toutes les jeunes filles de ce pays, qui ont tout simplement l'idée tout simplement de défendre la nation, de défendre certaines coutumes, certaines pratiques qui retardent l'Afrique, qui retardent le pays. Oui, c'est pour passer tout simplement un message pour les générations futures, pour montrer que toutes les femmes doivent se préparer à prendre le leadership. Le leadership au niveau national, au niveau de la nation, au niveau des communautés, parce que tout simplement elles ont un rôle à jouer. Et l'émancipation de la femme serait un vain mot si par nature les femmes restaient inactives par rapport à tous ces défis et enjeux de ce monde nouveau qui ne les épargne guère, qui ne leur fait pas de cadeaux. Parlons à présent de tout à fait autre chose. Pendant 2 jours, la RTP et les acteurs du numérique se penchent sur les voies et moyens à trouver pour la régulation des communications et la baisse des tarifs. L'atelier s'est donc ouvert ce jour pour identifier généralement les obstacles au développement du marché de la communication électronique. Et puis retenez que des recommandations sont attendues en fin de séance. Aïssatou Ka a assisté à la première journée. Le Sénégal veut garantir une régulation équitable du numérique tenant compte des intérêts des consommateurs. Pour atteindre cet objectif, la RTP, Autorité de régulation des télécommunications et des postes, de concert avec les acteurs du numérique, a démarré ses journées de concertation sur 2 jours. L'objectif de ces journées, c'était d'abord de réunir tous les acteurs de l'écosystème. Donc quand on parle d'acteurs, on parle des opérateurs, mais également des fournisseurs de services à valeur ajoutée, des consommateurs, des utilisateurs. Donc, pour pouvoir discuter en profondeur des problématiques du secteur, mais éventuellement des leviers sur lesquels nous pourrions tous agir pour trouver des solutions à ces problématiques. Pour être en conformité avec la volonté des autorités de baisser le coût de la vie, le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique invite les opérateurs à s'exécuter pour le bien du consommateur. Par ailleurs, même si les marchés des communications électroniques sont libéralisés, une régulation appropriée permettrait de garantir des services de qualité à des tarifs soutenables pour les populations. Parlons justement des tarifs. Et nonobstant des baisses opérées récemment, j'exhorte les opérateurs de télécommunications à faire davantage d'efforts dans ce sens pour améliorer le pouvoir d'achat de nos concitoyens et surtout dans l'accès à Internet, devenu incontournable dans les produits de consommation des ménages. Le ministre compte également sur la RTP pour une régulation tarifaire et des communications électroniques accessibles. Je compte donc sur l'engagement du directeur général de l'ARTP pour asseoir une régulation tarifaire à même de concilier l'équilibre du secteur avec des prestations de qualité pour des communications électroniques accessibles. Les conclusions de ces discussions viendront alimenter celle tenue le 26 juillet sur la stratégie dénommée le projet numérique 2025-2035. Matam a une ambition de lancer un projet pour renforcer la sécurité alimentaire. Mais avant, les autorités de la région et autres membres de structures concernées organisent un atelier pour en partager les tenants et les aboutissants aux parties prenantes pour un budget de 300 millions de francs CFA. Ce projet qui sera piloté par l'organisation Action contre la faim va donc intervenir dans les départements de Kanel et de Matam. À Matam, justement, où nous retrouvons Amadou Mardialo. La politique nationale de développement de la nutrition de l'année 2023 a classé Matam dans la zone rouge,
Considéré comme l'épicentre de la malnutrition, des ONG se bousculent pour renforcer la sécurité alimentaire dans la zone, d'où l'organisation d'un atelier de lancement de projets dirigé par Action contre la faim. Ibrahima Souribalde, adjoint au coordonnateur technique sécurité alimentaire et moyens d'urgence Action contre la faim au Sénégal, s'en explique. Un projet classique d'Action contre la faim qui vise à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations vulnérables. Pour lutter déjà contre la malnutrition ici au niveau de la région de Matam, nous avons mis l'accent sur l'augmentation des productions agricoles, mais également l'amélioration des conditions de vie, n'est-ce pas, avec la création d'activités génératrices de revenus. Donc avec les 20 jardins maraîchers qui vont être installés dans le cadre de ce programme, nous espérons que au niveau des ménages qui sont ciblés, il y aura une amélioration et une diversification de la diète au niveau des ménages concernés par ce projet. La formation et l'employabilité des jeunes font partie des priorités du projet. Oui, par rapport à l'employabilité, il y a déjà une consultance qui est prévue pour nous aider à identifier et à prioriser les filières les plus porteuses au niveau des départements de Matam et de Kanel. Nous allons déjà renforcer les capacités techniques de ces jeunes, chacun par rapport au domaine qu'il aura choisi. Maintenant, en plus des compétences entrepreneuriales qui sont des compétences transversales, il y a également des fonds, n'est-ce pas, de roulement si on peut dire, ou bien des subventions qui vont être mis à la disposition des bénéficiaires. Le projet Renforcer la résilience et l'autonomisation socio-économique des personnes vulnérables intervient dans 2 départements, 10 communes, 20 villages et quartiers, dont 13 000 individus ciblés avec un budget de 300 millions francs CFA. Sport à présent, querelle intestine au Guédiawaye Football Club. Les dirigeants de cette équipe de football de la banlieue de Dakar ne parlent plus le même langage, un dialogue de sourds qui est parti d'une divergence de vues sur un objet administratif. Un appel à l'unité est donc lancé, notamment du côté des supporters, pour ainsi éviter la gangrène. Mamadou Lamine Fati pour plus de précisions. Depuis quelques semaines, le club Fagnon de Guédiawaye traverse une zone de turbulence suite à une querelle interne entre dirigeants. Ce qui s'est passé réellement le dimanche passé, nous avons convoqué une réunion régulière des instances du club, donc le comité exécutif, qui est l'organe de décision entre 2 assemblées générales. Et durant cette réunion, nous avions émis l'idée de tenir la réunion sans atteindre le quorum, parce que c'est de coutume ce que nous faisions depuis que le club est là. Donc nous avons pris cette option depuis des dizaines d'années. Malheureusement, hier, le dimanche, les gens nous ont opposé les textes. C'est cela qui a été en tout cas l'objet de la rencontre de dimanche. Donc moi je ne vois pas à la sorte de ces rencontres certaines aïe au niveau de la presse pour dire que le club a des problèmes, le club est divisé. Il n'y a pas eu de division. Au départ, c'était juste une question administrative. Finalement, une querelle de personnes a pris le dessus. On dit qu'il y a un problème entre le président, des joueurs ont été... Non, ce qui s'est passé, il y a un problème de justice qui est là. Le dossier est entre les mains de la justice. Il y a une condamnation en première instance et le directeur général s'est pourvu en appel. Donc c'est un dossier qui est en instance. On ne peut pas en discuter. Aujourd'hui, pour sortir de cette crise, les dirigeants du club appellent à la mobilisation générale des fils de Guédiawaye. Et que les populations de Guédiawaye, nous leur lançons un appel. Qu'ils viennent, en tout cas, auprès de l'équipe. L'équipe est là, s'entraîne régulièrement, qu'ils viennent accompagner l'équipe, accompagner les dirigeants, accompagner le président Lat Diop aussi. On ne peut pas sortir ce travail, on ne peut pas faire prévoir ce travail-là sans le soutien de la population, sans le soutien de nos supporters. Créé en 1993, le Guédiawaye Football Club a traversé de nombreuses crises au cours de son existence, ce qui a entraîné la descente du club en 2e division. En dépit de sa remontée en 1re division et de ses résultats, le club ne cesse de vivre des remous. Et puis Issa Hayatou est mort. L'ancien président de la Confédération africaine de football est décédé à Paris à l'âge de 77 ans. Cet après-midi, donc, il a également occupé la présidence de la FIFA pendant quelques mois entre 2015 et 2016 après la démission de Sepp Blatter. L'homme d'origine camerounaise a grandement contribué à l'évolution du football africain. L'un de ses plus grands exploits
et d'avoir obtenu l'organisation de la première Coupe du Monde en Afrique. C'était donc en 2010 en Afrique du Sud. Et c'est sur cette triste note que s'achève ce rendez-vous avec l'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision d'ici et d'ailleurs.